Bonjour, professeur Frédéric Deblé. Vous êtes chef de service de pneumoallergologie à l'hôpital civil de Strasbourg et président de la Fédération française d'allergologie. Vous avez en charge le plan quinquennal allergie. Pouvez-vous nous préciser ce qu'est ce plan quinquennal? Le plan quinquennal de l'allergologie, c'est un plan sur 5 ans où l'ensemble des acteurs de l'allergologie, c'est-à-dire la Fédération française d'allergologie qui regroupe l'ANAFORCAL, qui regroupe le syndicat, le CIFAL, qui regroupe le Collège des enseignants, la Société savante, les associations de patients, l'association des jeunes allergologues, mais aussi le CNPA, qui est la Commission nationale professionnelle en allergologie, où nous sommes tous réunis pour proposer des mesures, 7 mesures principalement. Premier élément, c'est de structurer l'allergologie. Nous sommes face à un dilemme que rencontrent toutes les spécialités médicales, c'est-à-dire que les médecins vieillissent. D'ici 10 ans, il y aura à moitié moins d'allergologues. Malheureusement, d'ici 10 ans, il y aura encore plus d'allergies. Actuellement, il y a 30% des Français qui sont cliniquement allergiques, qui ont de la rhinite, de la conjonctivite, de l'asthme, ou une allergie alimentaire. Et donc, dans 10 ans, il y en aura 40%. Là, il faut véritablement qu'on s'organise. La première organisation, c'est faire des parcours de soins, de voir les médecins de premier recours, c'est-à-dire les médecins généralistes, puis les médecins de deuxième recours, ça peut être des pneumologues, des ORL, des allergologues, des pédiatres, des dermatologues, et puis les unités transverses d'allergologie, qui sont des unités de dernier recours dans lesquelles on va faire des tests de provocation médicamenteux, des tests de provocation alimentaire, qui seront un peu des tours de contrôle et qui formeront et qui auront des liens avec les différents services ou différents professionnels tout autour de ces unités. Il est prévu qu'il y en ait peut-être au minimum une par région. Une ville comme Paris doit en avoir plusieurs. Et ça, c'est le premier élément. L'autre élément qui est très important, qui est urgent, c'est la création des conseillères en environnement. Parce que l'environnement et l'allergie, c'est très lié. L'allergie, c'est une maladie environnementale. Il faut aussi qu'on augmente le nombre d'internes en allergologie. Et puis, il y a la désensibilisation. C'est un outil thérapeutique très important qui a fait largement la preuve de son efficacité. Des données sur plus de 100 000 patients qui montre une efficacité de ces thérapeutiques en vraie vie. C'est une spécialité qui bouge énormément et il y a vraiment beaucoup à faire parce que on est face à un tsunami, c'est-à-dire que c'est une épidémie silencieuse, un nombre incroyable de patients. Il va falloir essayer de répondre à cette demande en s'organisant. Les allergologues pourront pas tout faire. Il va falloir former des professionnels, des infirmières de pratique avancée, des conseillers médicaux en environnement. Les pharmaciens sont très partie prenante aussi. Donc, on voit bien qu'il y a tout un réseau qui va se créer. Vous demandez de me parler des allergies annuelles de printemps qui sont de retour et je voudrais savoir qu'est-ce que ça recouvre et quelles sont vos recommandations. Et les allergies polliniques, généralement donc au nord de la France, sont les arbres, ce qu'on appelle les bétulacées, c'est-à-dire que vous avez le noisetier, vous avez l'aulne qui est de bord des rivières, un grand arbre de bord des rivières. Ceux-là, ils pollinisent plutôt janvier-février. Et puis, vous avez le bouleau, qui pollinise lui plutôt en avril, qui va entraîner des symptômes très fréquents et même de l'asthme. On sous-estime l'asthme au pollen d'arbres, qui est vraiment important. On a montré, nous, dans notre chambre allergène à Strasbourg, que le pollen de bouleau entraîne des asthmes aussi sévères que l'asthme saccharien. Toujours au mois d'avril, il y a le pollen de frêne. C'est un grand arbre avec des petites feuilles. Et au nord de la France, il y a beaucoup de frênes. Ils pollinisent encore jusqu'en gros au 15 mai. À partir du 15 mai, vous avez ce qu'on appelle les pollens de graminées, c'est-à-dire c'est le fameux rhume des foins tel qu'il a été décrit par Charles Blackley en 1876. Et là, ça va donner le nez qui coule, les yeux qui piquent, aussi de l'asthme. Ça dure à peu près jusqu'au mois de juillet, mais de plus en plus de patients nous disent que ça dure encore en août et en septembre. Au sud de la France, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous allez avoir le pollen de cyprès et qui va entraîner de l'asthme, de la rhinite, de la conjonctivite. Et puis le pollen de graminées qui survient plus tôt, en avril-mai, et rapidement, comme avec la chaleur, les herbes sont desséchées, donc ils pollinisent plus. On commence aussi à avoir un nouveau pollen qui existe sur toute la France parce que les Français commencent à avoir tous des oliviers. On commence à avoir des gens qui décrivent des symptômes de pollinose au pollen d'olivier. On commence à avoir cette symptomatologie qui apparaît. On sait que la pollution intérieure est de loin plus fréquente que la pollution extérieure. Est-ce que vous me confirmez que c'est bien toujours le cas? Et qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant justement pour améliorer tout ce qui est pollution intérieure? Alors effectivement, l'effet de la pollution, elle va être liée au temps qu'on passe, à l'exposition à cette pollution. Et c'est vrai, à l'intérieur des bâtiments, on est exposé pendant 90% du temps quand on est citadin. C'est une espèce de biotope dans lequel vous allez avoir les allergènes, vous allez avoir les polluants chimiques, vous allez avoir aussi des polluants bactériens qui vont intervenir dans cette symptomatologie. Et là, on avait une session très intéressante au Congrès francophone d'allergologie. Sont intervenus un architecte et un promoteur. Ça me réjouit vraiment. Depuis le temps qu'on travaille sur l'environnement intérieur, maintenant, vous avez des promoteurs qui construisent des bâtiments qui sont plus sains. On fait attention
à la ventilation, on fait attention aux produits utilisés qui ne libèrent pas des composés organiques volatiles. C'est vraiment ça ce que je veux promouvoir en tant que président de la Fédération française d'allergologie. La prise de conscience de l'allergie, elle va se faire au niveau local, au niveau des mairies, au niveau des entreprises. C'est comme ça que tout doucement, les choses vont se créer de façon tout à fait durable. Je voulais vous demander un point sur les allergies alimentaires, parce qu'on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, comment les prend-on en charge? Alors, vous avez tout à fait raison de me poser cette question, parce que dans notre plan quinquennal, il y a un point parmi les 7, c'est prise en charge des allergies alimentaires. Effectivement, quand on parle des allergies, les gens disent, bon, ok, d'accord, j'ai le nez qui coule 15 jours par an, c'est pas très important. Mais au milieu de ces 30, voire 40, voire 50% de Français qui sont allergiques, il y en a 10% qui ont des allergies alimentaires très graves et pour qui la vie est véritablement un enfer, et particulièrement les allergies alimentaires chez les enfants. Et donc là, il y a vraiment tout un progrès à faire. La prise en charge des allergies alimentaires à l'école, avec le PAI. C'était une vraie nouveauté en 99 quand Ségolène Royal l'a créé, mais maintenant il faut sûrement le remettre au bout du jour. Deuxièmement, il faut que l'adrénaline soit disponible à l'école. Il faut aussi que dans les entreprises, il y ait un respect des recommandations de l'INCO, ces réglementations qui imposent la composition des plats qui peuvent éventuellement contenir des allergies. Il faut aussi réfléchir à l'étiquetage. Nos étiquetages de précaution, ça complique énormément la vie à la fois l'industriel, à la fois du distributeur, du patient et du médecin. Ils mettent systématiquement en trace d'eux et plus personne ne sait ce qui contient ou pas véritablement l'allergène. Et il y a des études qui montrent bien que les parents d'enfants allergiques à l'alimentaire passent 39% de temps de plus dans un supermarché que des parents d'enfants qui n'ont pas d'allergie alimentaire. Là, il y a véritablement un gros travail et puis il y a la désensibilisation. C'est un énorme progrès. J'ai fait de la désensibilisation à l'arachide depuis 10 ans avec des arachides, mais maintenant, il y a un médicament qui va pouvoir être utilisé. Et donc là, on avance aussi de ce côté-là, et ça, c'est un gros progrès. Alors, je voudrais faire le lien maintenant entre allergie et asthme. On entend parler, bien évidemment, d'asthme allergique, ça, c'est un terme qui est connu. Par contre, émergent deux termes, asthme allergique T2 et même depuis peu, asthme allergique non T2. Je voudrais savoir c'est quoi et comment ça se prend en charge. En fait, lorsqu'on est allergique, on va stimuler certaines cellules de notre immunité, les lymphocytes T, donc qui sont des cellules de la défense, qui favorisent la fabrication d'anticorps de l'allergie. Et donc ça, c'est les T2. Les asthmes T2, c'est plutôt des asthmes soit allergiques, soit des asthmes qui ne sont pas allergiques, mais ce sont des patients qui ont beaucoup d'éosinophiles dans leur sang. Vis-à-vis de ces patients-là, on a pour les asthmes sévères des biothérapies, c'est-à-dire des médicaments qui vont être capables de soigner des asthmes sévères T2, c'est-à-dire soit allergiques, soit des asthmes éosinophiliques. Là aussi, c'est un grand progrès, puisque quand j'étais interne, il y avait des patients qui avaient des asthmes sévères, on pouvait les traiter qu'à la cortisone avec tous les effets secondaires. Maintenant, grâce à ces médicaments, vous avez un tiers de ces patients, leur vie est transformée, c'est-à-dire qu'ils prennent plus de médicaments ou quasiment plus, alors qu'avant, ils prenaient des corticoïdes par la bouche. Il y en a un tiers qui vont mieux, beaucoup mieux, et donc leur qualité de vie s'est nettement améliorée. Puis il y en a un tiers chez qui ça ne marche pas. Mais on dispose maintenant de plusieurs types de biothérapies vis-à-vis de ces asthmes T2, et donc on peut passer de l'un à l'autre pour essayer de trouver le bon médicament. Si vous voulez, l'allergologie, c'est une médecine de précision, c'est-à-dire c'est une médecine individuelle. On fait de la médecine individuelle sans le savoir depuis toujours, puisque on va faire des tests cutanés, on va dire vous êtes allergique aux acariens, votre voisin il n'est pas allergique aux acariens, il est allergique aux chiens. Et donc ça, c'est des asthmes T2, donc éosinophiliques et allergiques. Et puis, à côté de ça, les asthmes non T2, ce sont des asthmes dits neutrophiliques. On produit plutôt des neutrophiles ou pas beaucoup de cellules. Ce sont des asthmes, en fait, ils ne sont pas très fréquents. Ils représentent que 15% des asthmes sévères. Pour ça, pour l'instant, les traitements on en a moins. On a la thermoplastie. La thermoplastie, ça consiste à faire une fibroscopie et d'aller brûler le muscle. L'asthme, c'est une bronche qui se contracte, c'est-à-dire qu'il y a un muscle autour de la bronche. Et donc, on va brûler ce muscle. Le fait de créer cette brûlure, cette inflammation, va faire qu'on observe des résultats tout à fait intéressants. Nous, on a fait une étude à Strasbourg, une étude contrôlée. Et effectivement, les patients font moins d'exacerbations, il y a une amélioration, ils prennent moins de médicaments, moins de cortisone. Les asthmes non T2, on peut les mettre aussi sous antibiotiques, les antibiotiques qui ont des effets anti-inflammatoires. Il y a encore d'autres molécules qui sont en développement, qu'on appelle des anti-TSLP, qui sont des molécules qui sont libérées par notre épithélium, qui pourraient peut-être avoir une action dans l'asthme non allergique. Donc voilà, T2, non T2, ça s'adresse pour l'instant plutôt aux asthmes sévères. Quels sont les types d'asthme que l'on rencontre chez les adolescents? Chez les adolescents, on va surtout rencontrer des asthmes de type T2, c'est-à-dire surtout des asthmes allergiques, de façon beaucoup plus rare des asthmes éosinophiliques. Exceptionnellement, on va avoir des asthmes neutrophiliques non T2. Principalement, ce sont des asthmes T2. Vous avez ce phénotype, entre guillemets, ce profil multimorbide des enfants qui vont avoir une rhinite,
un asthme, une conjonctivite, et en même temps, ils vont avoir une multisensibilisation aux acariens, aux chats, au pollen de bouleau, au pollen de graminée, et en même temps une allergie alimentaire sévère. Ce sont des patients qui vont particulièrement bien répondre aux biothérapies. Ces biothérapies s'adressent à des patients qui sont T2. Le premier point très important, c'est de se fixer une cible. C'est en parlant avec lui, il va vous dire, moi maintenant, je ne veux plus prendre de corticoïdes par la bouche, ou je ne veux plus faire d'exacerbation, être hospitalisé pour mon asthme, ou je veux pouvoir faire du sport, je veux pouvoir faire telle et telle activité sportive. Ça, c'est très important. C'est que la cible soit bien définie au début. Au bout de généralement 3 ou 4 mois de la biothérapie, on revoit le patient, on lui demande comment il va. Soit le patient vous dit, ma vie s'est transformée, c'est incroyable, j'ai plus d'asthme. Alors là, vous êtes content, vous pouvez continuer sans problème. Est-ce qu'on a atteint la cible au bout de 4 mois? Si oui, on continue. Sinon, on change de biothérapie. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du parcours de soins de ces adolescents? Le parcours de soins de l'asthme allergique de l'adolescent, il va vraiment dépendre de la gravité de son asthme. Vous allez avoir le médecin de premier recours qui va être le médecin généraliste, donc spécialisé en allergologie, et qui pourra traiter un asthme, une rhinite allergique non sévère. Pendant 10 ou 20 ans, vous aurez la moitié des Français, autrement dit 30 millions de personnes à voir. Les allergologues ne pourront pas faire face. D'accord. Les allergologues ne seront qu'en bout de chaîne. Donc, il faut véritablement former les non-spécialistes en allergologie, que ce soit les médecins généralistes, voire les médecins d'organes, pour qu'ils puissent prendre en charge finalement une rhinite allergique, un asthme allergique peu sévère. À partir du moment où il y aura un traitement spécifique, c'est-à-dire où il va y avoir besoin d'un bilan allergologique, là, il va falloir avoir des gens plutôt spécialisés en allergie pour pouvoir proposer le traitement. Mais par la suite, ils seront suivis par des non-spécialistes en allergologie. Et puis enfin, dans les formes sévères, pour les asthmes sévères, ou les adolescents qui font des anaphylaxies avec l'arachide, ou qui font des chocs anaphylactiques, ceux-là, ils doivent être vus dans les UTA, dans des unités hyper spécialisés, qui peuvent être dans des CHU, qui vont être dans des hôpitaux généraux, voire dans des cliniques privées. Il va falloir aussi qu'on développe ça. Il va falloir faire feu de tout bois compte tenu de l'importance de l'épidémie et finalement la faiblesse de nos ressources. Il va falloir vraiment s'organiser au maximum. Et vous prévoyez ça dans votre plan quinquennal? Ça fait partie des objectifs? Exactement, c'est vraiment ça. C'est le parcours de soins et D'accord. le parcours de soins qui va jusqu'à l'UTA. Alors, je terminerai par une dernière question. Nous sommes association de patients dédiée aux adolescents. Quelles recommandations vous faites et comment vous nous voyez dans ce parcours de soins? Le malade a une importance essentielle. Le patient fait partie de la prise en charge, si vous voulez. Il fait partie du parcours de soins. On a maintenant ce qu'on appelle le malade expert. Les malades doivent se sentir de plus en plus responsables de leur pathologie et discuter avec leur médecin. Là aussi, c'est une révolution, à la fois une révolution de mentalité pour le malade et pour le médecin. Et c'est pour ça que le médecin ne peut pas être tout seul. C'est pour ça qu'il faudra qu'on ait des infirmières de pratique avancée qui nous aident à faire ça. Il nous faut des diététiciennes, des conseillères en environnement intérieur. Les pharmaciens sont très, très partie prenante. Et les adolescents, est-ce qu'ils doivent avoir des trousses d'urgence? Sur quels critères il faut absolument qu'ils aient ça avec eux au moment où ils sortent? C'est difficile, ça. Ça, c'est vraiment tout à fait particulier de l'adolescent. Un adolescent qui a une allergie alimentaire sévère et qui a fait déjà des anaphylaxies sévères, qui n'ont pu l'emmener aux urgences, voire même qui ont été hospitalisés en réanimation, ce sont des adolescents qui ont besoin d'avoir une trousse d'urgence avec eux. Alors après, est-ce qu'il va l'avoir tout le temps avec lui? C'est toute la difficulté. C'est là où je pense que le médecin ne doit plus être tout seul. Il y a un énorme travail d'éducation, particulièrement chez les adolescents, c'est compliqué. Il faut vraiment prendre du temps. Comme toujours, l'éducation, c'est du temps, c'est répété. Donc le temps, c'est ce qui nous manque le plus. C'est ce qui nous manque le plus. Merci, Monsieur Deblé, et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.